L'état des sièges décrété par le chef de l'État de la République démocratique du Congo débute aujourd'hui. Et la population se pose beaucoup de questions sur ce qui va advenir parce que les droits des populations civiles et d'autres libertés seront bien sûr restreints parce que l'état des sièges implique beaucoup de restrictions. Nous avons sur ce plateau Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, éditorialiste de Télé 50. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Bonjour. Toujours à la pointe de l'information et toujours créatif, surtout avec le grand plateau dimanche. On vous retrouve, ce n'est plus fauteuil blanc, Jamka Toudé, c'est maintenant... la tête tourne toujours, Jean-Marie Kassamba. Oui, c'est un peu notre marque de fabrique. Hein. Vous savez, lorsque j'avais créé il y a 15 ans, GMK Today, même 20 ans d'ailleurs, GMK Today à Paris, c'était un mimétisme de mon idole de toujours, Larry King. Qui était toujours en bretelle. Oui, en bretelle, chemise bleue, à CNN. Et effectivement, l'origine, c'était ça. Donc, sur Télé Sud, j'ai dit, voilà, moi, je vais faire un talk show à la manière de Larry King, des questions cinglantes, directes, pour avoir les substrats, aller au plus profond de l'interviewer. Et j'en ai fait quelques victimes quand même, parce que je me rappelais à l'époque la chanteuse guadeloupéenne Tania Sanval, quand je l'avais reçue. Ça commençait très bien. Au bout de 3 minutes, j'ai commencé à la cuisiner et elle a pleuré en direct. Et ça me faisait du bien quand je la voyais pleurer. Et ça a continué comme ça avec le président Bongo, avec le président Abdoulaye Wade, avec Jacques Chirac, j'en ai reçu beaucoup à Paris à l'époque. Effectivement, les gens avaient beaucoup aimé. Vous savez, j'arrivais du mal à m'émouvoir un peu à Paris, surtout quand j'ai laissé ma voiture pour prendre le métro, parce que toute la communauté africaine à l'époque me suivait beaucoup, et donc séance de photos, congratulations, etc. Et lorsque j'arrive ici, je crée encore Fauteuil Blanc, hein, il y a une douzaine d'années, et ça fait le même effet. C'est-à-dire, les gens avaient trouvé quelque chose d'original. Jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que réclamer Fauteuil Blanc. Idem, lorsque nous avons mis en place Télé 50 aujourd'hui, sans fausse modestie, j'ai hier quelqu'un qui m'a appelé du Canada pour me dire que c'est la chaîne la plus suivie en Amérique du Nord, dans le bouquet africain, notamment en Europe, etc. Ici, chez nous, c'est quasiment... Nous sommes les témoins vivants. Se rendant à Ottawa, on nous a, dès que nous sommes descendus de l'avion, c'est Télé 50. Absolument. Et je les remercie quant à ceux, vraiment, pour ces soutiens. Et l'idée de Focus, c'est de créer un espace d'analyse, de débat, d'échange sur nos provinces. Vous savez, Joseph Kabila a mis en place la décentralisation, c'était pour permettre à chaque province de se développer. Durant ces 18 ans, il avait nommé suffisamment de ressortissants de chaque province à des postes à responsabilité. Tel ministre, tel DG, tel, etc. Mais tous ces leaders qui ont été élevés, la plupart ont usé de cette signature-là, de ces moyens-là, pour s'émouvoir eux-mêmes, pour eux, pour leur famille, leurs petits intérêts individuels. Ils ont mis des maisons ici à Kinshasa, à l'Afrique du Sud, etc. Et à la fin, là, mais les gens commencent à dire 18 ans de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il vous a donné des responsabilités, il vous a donné la signature, il vous a permis de développer chacun, d'abord chez vous, ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas du régionalisme, c'est commencer d'abord à nettoyer devant votre cour. Et ils ne l'ont pas fait pour la majorité. Et dans toutes les provinces. Et nous sommes en train de montrer que le développement d'un pays, c'est les provinces d'abord. C'est la territoriale d'abord. Parce que nous sommes un pays à 80% rural.
nous avons nos populations dans nos provinces. On devait développer les infrastructures de base, les routes de dessert agricoles, les infrastructures qui touchent au développement de nos populations. Eh bien, nous avons commencé avec le Grand Kasaï. Parce que le Grand Kasaï, quand vous parcourez beaucoup de sites d'échange aujourd'hui, voilà, pouvoir tout ça. Mais il y a eu quand même des leaders du Grand Kasaï depuis 1960. Je vais vous citer Kalonji Ditunga, celui qui était à la base de la création de l'État du Sud Kasaï. Il avait des diamants, il pouvait aussi... Développer les Kasaï. Oui, développer les Kasaï. Moi, j'ai découvert au Luxembourg qu'il y avait de l'argent là-bas. Il y a eu, oui, de l'argent qui appartenait au Sud Kasaï. J'avais découvert qu'en Chine, lorsqu'ils partaient pour acheter des armes là-bas, bon, ça s'est coupé entre-temps, il y a eu des moyens aussi. Il y a eu beaucoup de nos leaders du Grand Kasaï. Les Jonas Munkamba, les Tchomuchi Binkubula, je vais vous en citer. Alors, on commençait par le Grand Kasaï pour faire l'auto-analyse de ce qui s'est passé. Comment dire, critique de ce qui s'est passé depuis 1960. Ensuite, on a attaqué la ville de Kinshasa, qui est devenue la poubelle aujourd'hui. Mais elle est devenue la poubelle depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans même d'ailleurs. Parce que si vous enlevez seulement les 10 ans de Mobutu, de 60 à 70, 75 au maximum, à partir de 1980, Kinshasa était déjà la poubelle. On a analysé Kinshasa. On a attaqué le Katanga. Les Katangais qui avaient tout le pouvoir. Toute la signature. Joseph Kabila a donné à ses frères Katangais tout. Je ne sais pas s'il voulait qu'il leur donne aussi sa femme. Mais ils n'ont pas développé comme il se doit. Et ils ont perdu ce pouvoir d'une manière aussi fragile, comme je dirais, avec une certaine nonchalance. On est revenu au Grand Bandundu pour constater que tous les premiers ministres qui sont passés, Mozito, les Boboli Kolokonga, tous ceux qui sont passés, les Gizenga, les Singaoudjou, eh ben, arrivé à Bandunduville, à Kikwit, ruine sur ruine, érosion, etc., qu'une seule route, grand village. L'Équateur, n'en parlons même pas, 32 ans de mobutisme. La semaine dernière, on a parlé du Congo central, à 2 pas de Kinshasa. Conflit entre les cataractes, fleuve, voilà, ça s'étire dans les pattes aujourd'hui. Et la semaine prochaine, le dimanche, on va parler du Maniema. Le Maniema, la province de Matata-Tampogno, des Chadari, des Kumba Tangofort, des Pierre Lumbi, des Kokonyangi, des Ngongoluo, des Tambemwamba. Et oui, à part Kindu que Matata a désenclavé. De Kokonyangi aussi. Kokonyangi, effectivement, des Pangi là. Les Pangistanais. Les Pakistanais. Eh bien, aller à Kassongo chez Kikaebin Karoubi, eh bien, c'est le grand village. Vous sortez de Kindu seulement, c'est ruine sur ruine. À Kailo, un peu partout là-bas, la population... C'est quoi l'objectif dans tout ce débat? Alors, Focus essaye de mettre le Congolais devant leur propre réalité. Parce qu'il y a trop de débats. Parler de nous. Oui, c'est-à-dire que je suis en train de montrer... On a parlé de l'Est aussi. Aujourd'hui, on va parler tout à l'heure de l'état de siège. Oui, mais l'Est, quand on a parlé de l'Est, nous, avant l'état de siège, on avait déjà commencé à parler de l'hypocrisie collective, de ce qui se passe à l'Est. C'est une hypocrisie collective. Le problème de l'Est, ce n'est pas que nous, Congolais, on est incapables. Non, il y a ce qu'on appelle la complicité des uns et des autres. Complicité d'abord de la sous-région. L'Est, c'est comme la marmite. Tout le monde vient picorer dedans. À l'Est. Les multinationales picorent dedans, utilisent les hommes de main, les Rwandais, le Burundi, l'Ouganda, pour picorer. L'Est, c'est nos compatriotes à nous, qui jouent le jeu, c'est-à-dire utilisés par toutes ces puissances. Très bien. Alors, nous allons entrer dans notre sujet et du donc, jour. Focus
Oui. C'est une façon de vous mettre devant vos réalités pour vous dire que c'est bien beau d'insulter les dirigeants. Voilà, Mobutu Mais quelle est votre était responsabilité? incapable, il a détruit le pays, comme si Mobutu était seul. Et nous étions à Il y Bumba. avait les Birindois, il y avait tous ces gens-là. Pareil, à Bumba, il n'y a même pas de routes asphaltées. Oui, bien sûr. Et pourtant, nous avons eu les Bumba Moasso, Oui. les Bunza Mabé, le général Mayele. Mais allez à Bumba, vous allez voir. C'est des cases. C'est des routes en terre. Et venez à Kinshasa ici, la zarianisation, c'est tous ces compatriotes, une bonne partie de l'Équateur, qui avaient bénéficié de toutes ces entreprises, des Grecs, de Portugais, de Belges. Oui, mais qu'en ont-ils fait? Très bien. Très bien, Jean-Marie Kassamba. Toujours à la pointe de l'information, toujours aussi professionnelle. Ça me donne l'impression de voir l'émission qui se passait il y a quelques années. Ça va se savoir. Oui, ça va se savoir. Ça va se savoir sur TF1. Voilà. C'est Jean-Marie qui en rentre. Christophe Deschavannes. Voilà, Christophe. Oui. Mais là, on a l'impression que c'est dans ces styles-là, et Jean-Marie Kassamba se trouve au milieu de ses invités, et chacun il dispatche la parole comme ça. C'est un style, c'est un style d'agora. Quand vous allez à l'époque en Grèce ou à Rome, il y avait l'agora comme ça. La démocratie, c'était ça. Les assemblées, c'était ça. C'est-à-dire, vous avez le peuple de part et d'autre, l'élite, des écrivains, des penseurs, des philosophes, comme en Grèce avec les Descartes, Pythagore, voilà. Ça discutait comme ça. La démocratie, c'est exactement ça. On doit discuter de nos problèmes sans passion, sans insulte, sans invective, mais soulever des problèmes, des problématiques, et que chacun donne son avis, et on tire, comme on fait dans chaque focus, les recommandations à la fin. Les études de stratégie que moi j'ai fait au TIES notamment, c'est une analyse globale de la situation, dégager la problématique et tirer les leçons pour résoudre les problèmes. Très bien. Il est donc l'heure d'informer nos téléspectateurs. Oui. Nous allons accorder l'antenne à Jenny Kayembe. Jenny Kayembe, rebonjour. C'est parti donc avec la Minute Info sur Télé 50. À vous l'antenne. Rebonjour Crispin Tibassou, Madame, Messieurs, bienvenue à la Minute Info. Proclamé par le chef de l'État pour une durée de 30 jours afin de mettre fin à l'insécurité causée par les groupes armés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'état des sièges entre en vigueur ce jeudi d'après l'ordonnance présidentielle récemment à la télévision nationale par les porte-paroles du président de la République. Selon l'ordonnance publiée sur le compte Twitter de la présidence, Lubo et Kachama est plutôt nommé gouverneur de la province de l'Ituri et non du Nord Kivu comme annoncé dans l'ordonnance lue sur la RTNC. Dans l'actualité également, les secrétaires permanents adjoints du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie dénoncent la démarche entreprise par le président de la République par la proclamation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pour Ferdinand Kambere, cet état des sièges a été proclamé en violation de l'article 119 de la Constitution. Crise politique au Liban. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est attendu ce jeudi au Liban. Il s'y est rappelé que la France avait annoncé la semaine dernière des sanctions contre les personnalités libanaises jugées responsables du blocage politique qui paralyse ce pays. Football Club Renaissance du Congo s'est engagé une fois de plus incliné devant l'association sportive Vita Club dans les derbys de Kinshasa hier au stade des Martyrs après sa victoire historique contre le Daring Club Motema Pembe. Fiston Kalala Mayele a inscrit les 2 buts du match pour permettre à Vita Club de répondre la tête du classement provisoire avec désormais 55 points pour 23 matchs joués.
Football international, Chelsea affrontera Manchester City en finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain à Istanbul. Le club anglais a battu les Real de Madrid hier, des débuts en demi-finale retour, après avoir fait match nul des 1 but partout. Merci à tous de votre attention soutenue. 50 bonjour, c'est poursuivi avec Crispin Chibassou et retrouvez Amina Bayombo à la grande édition des 13h pour le journal. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. De la levée. Ouais, nous sommes donc à l'antenne. Cette fois-ci, on va continuer avec Jean-Marie Kazamba. On marque une petite pause. On revient dans quelques instants pour la suite. Voilà, nous sommes donc de retour proclamés par les chefs de l'État pour une durée de 30 jours afin de mettre fin à l'insécurité causée par les groupes armés dans les provinces du Nord Kivu. Non, ça a été corrigé. Donc, dans l'Ituri, l'état des sièges entre en vigueur ce jeudi. Jean-Marie Kazamba, votre réaction? Bon, d'abord, j'aimerais s'il s'avère que les gens qui ont rédigé l'ordonnance du chef qui se sont trompés au lieu de mettre le gouverneur militaire de l'Ituri à la place de Nord Kivu, il faut qu'ils lisent quand même les documents. S'il s'avère que c'est vrai, c'est une faute. Il faut que le président puisse sanctionner ce genre de choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on trouve à redire à chaque fois lorsqu'il y a des documents qui sont faits. Aider le président, c'est ça. C'est être méticuleux, c'est être attentif. On ne peut pas à chaque fois faire des choses, on découvre qu'il y a maintenant des erreurs, et ensuite les gens qui spéculent vont spéculer dessus inutilement. L'état des sièges est une très bonne décision du président de la République. D'ailleurs, à son temps, Joseph Kabila voulait le faire aussi, à son temps. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, le président était dans l'opposition, il n'y avait pas certaines données qu'il n'avait pas. Il aurait fallu d'ailleurs qu'il puisse, à son temps aussi, soutenir cela. Mais aujourd'hui, il est au fait des choses, donc il sait qu'il y a parfois des décisions radicales qu'il faut prendre. Donc, moi, j'étais à la conférence de presse conjointe entre le ministre Mouyaya et les deux porte-paroles et de la police et de l'armée pour encourager et surtout avoir de la matière. Patrick Mouyaya, c'était votre nom. Oui, Mouyaya, c'est notre ministre des tutelles et
compagnon des gestes et jeune frère dans la profession, un garçon de beaucoup de talent, député, donc il connaît, il a la technique et c'est vraiment, il n'est plus garçon, il est grand monsieur, ministre aujourd'hui. Et on va l'aider pour que ça marche. Et donc l'état des sièges, nous avons d'avoir le devoir patriotique de l'encourager et de le soutenir. Maintenant, il faut qu'on puisse, en tant que stratège, faire des analyses. Pour que les choses marchent, il ne faut pas seulement dire oui, oui, oui. Il faut aussi analyser pour que le résultat soit optimal. Le management, la définition, c'est la gestion des personnes et des biens en vue d'un résultat positif. C'est ça la définition du management. Quand vous managez quelque chose, vous managez et les hommes et les moyens à votre disposition dans un temps écourté, dans un temps donné, pour obtenir un résultat escompté. Ici, il est question d'en finir avec l'insécurité. Comment faire pour gérer d'une manière optimale les moyens, la logistique, que le général Kassonga dit qu'elle est disponible, cette logistique, les hommes, parce que nous avons suffisamment d'hommes, plus de 150 000 hommes que nous avons, donc on peut les déployer là-bas sans problème, et surtout l'étendue, l'espace que nous avons. Regardez en face les interlocuteurs que nous avons, les adversaires que nous avons. On est en face d'une guerre asymétrique. Ça veut dire quoi en langage simple? Vous avez affaire aux gens qui sont en civil, qui sont noyés dans la population et qui agissent d'une manière anonyme. Ils viennent tuer les gens la nuit, où ils font ce qu'on appelle des escarmouches comme ça, des guet-apens. Et puis ils disparaissent. Les États-Unis, avec la toute puissance militaire qu'ils ont, tous les moyens logistiques qu'ils ont, ils ont eu affaire à ce type de guerre en Irak, en Afghanistan, en Somalie, aujourd'hui accessoirement en Syrie, mais en Syrie c'est plus les Russes qui ont affaire à cela. Et c'est trop compliqué. La guerre du Vietnam, c'était ça. Les Vietnamiens avaient compris qu'ils avaient en face d'eux l'armada des États-Unis avec des bombes sophistiquées, au napalm, etc. Et ils sont entrés dans la forêt, dans les rizières là-bas, dans les marécages là-bas, avec des pièges. Et les Américains ont fui. Comme ils ont fui la Somalie, comme ils viennent de fuir l'Afghanistan. Les Russes avaient déjà connu la même situation. On a appelé l'Afghanistan la tombe des puissances, des empires. Et l'Est, c'est un peu notre Afghanistan, l'Est de la République. Depuis 1994, il n'y a que des défaites là-bas. Des défaites de quoi? De la raison. Il faut que cette opération, au lieu qu'elle soit courte, c'est-à-dire des mois renouvelables, c'est ça l'état des sièges, il faut qu'on puisse parallèlement que nos militaires se battent, qu'on réfléchisse de quelle manière on doit résoudre ces problèmes. Regardez bien ce qui s'est passé. À peine on signe les ordonnances, 2 jours après, on voit Olusegun Obasanjo. L'ancien président du Nigeria. L'ancien président du Nigeria. Rappelez-vous que M. Obasanjo est dans une espèce d'organisation qui n'est pas très claire. Moi, Ibrahim, un peu, des gens qui sont pour le contrôle des richesses sous l'obédience rwandaise, un peu. À l'époque de Ngunda Batware, Olusegun Obasanjo était venu rencontrer le président Kabila en son temps pour la protection de ces gens-là qui se battaient. Il a même passé en revue les troupes de CNDP de Ngunda Batware à l'époque. M23, la même chose. Il y avait un activisme très développé en Ouganda là-bas. Lorsque Raymond Chibanda était en train de négocier l'affaire de M23 qui était défait par nos forces armées. Et regardez, à peine signature de ces ordonnances, Obasanjo était à Kinshasa.
qu'est-ce qu'il a demandé au président de la République? D'après certaines sources, on nous dit, oui, c'est pour l'implication de pays de la sous-région, notamment le Rwanda, dans vos opérations là, d'état de siège. Mais nous avons déjà fait des opérations conjointes avec le Rwanda. À l'époque de Umoja Wetu, à l'époque de certaines opérations à l'Est là-bas. Vital Kamerhe, d'ailleurs, On a été victime. avait quitté le perchoir parce qu'il avait dit oui, mais pourquoi faire venir les troupes étrangères, etc. Les Rwandais veulent s'inviter aussi dans cette opération d'état de siège. Pourquoi? Telle est la question. En réalité, comme j'avais posé la question au ministre Mouyaya et au colonel et au général Kassonga, cette guerre n'est pas congolaise. C'est une guerre par procuration. Et pour la finir, il faut la finir aussi par procuration. Task force diplomatique, parallèlement à la guerre militaire. Vous savez, le M23 a été défait lorsque on a enclenché à Goma nos opérations avec des forces spéciales, etc., pilotées depuis Kinshasa par Joseph Kabila. En Ouganda, Raymond Tshibanda et l'équipe qui était envoyée là-bas, parallèlement. Et à l'époque, je me rappelle, Joseph Kabila dit, j'ai deux fers au feu. Premier fer, la diplomatie. Deuxième fer au feu, la guerre, la coercition. Et donc, les gens qui puisent nos richesses à l'Est, ils le savent, que nous n'avons pas les moyens ad vitam aeternam, enfin les moyens à profusion, la logistique. La guerre, ça nécessite des munitions à manger, du ravitaillement, du carburant, là où nos militaires vont bivouaquer, etc. Des moyens de communication. Parce que les montagnes là-bas sont à perte de vue, des jours et des nuits. Et ce sont des opérations à plus ou moins long terme. Ils le savent, ça. La MONUSCO sait ça. Et donc, ils vont dire quoi? Mais on va les avoir à l'usure, ces Congolais. Ils ont la bonne volonté, très bien. 30 jours, on se planque un peu. Comme font les djihadistes dans le Sahel, là-bas. Ils font semblant, comme Boko Haram, de se planquer un peu. Parce qu'ils savent que c'est constitutionnel. Au bout de 20 jours, il reste 10 jours, ça peut être renouvelé 15 jours. Ils vont vous avoir à l'usure. Nous devons aider notre président dans l'analyse de la situation. Un, il faut de la mobilisation de nos compatriotes. Il y a ce qu'on appelle la guerre économique là-bas. Il y a une économie de guerre, voilà, c'est le terme. L'économie de guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens profitent de l'instabilité pour faire le commerce. Les ONG à l'Est, Nord Kivu, Ituri, il y a une concentration extraordinaire des ONG. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'elles font ces ONG là-bas? On ne sait pas. Mais les intitulés, c'est pour le retour de la paix, pour les enfants soldats, pour protection de la nature, pour énormément d'ONG. Si on ose seulement dire interdiction des ONG de venir à l'Est, etc., vous verrez comment on va attaquer la République démocratique du Congo. Ces ONG ont souvent double activité. Par avant, lutte contre les femmes violées, lutte contre, etc. En dessous, quelques carrés miniers, quelques exploitations obscures, quelques fournitures, etc. Deuxièmement, nos propres compatriotes sont utilisés pour sécuriser les exploitations minières, l'évacuation, le commerce. Dans l'émission que nous avons faite sur le Grand Est, il y avait ce qu'on appelle nos Congolais, nos frères à nous, qui ont des comptes au Rwanda, qui ont des comptes en Ouganda, en Tanzanie, qui font le commerce, la Chine, Dubaï, etc., le carburant. Et pour faire entrer chez nous, il faut entrer par petits groupes, par vélo, comme du côté de Kasumbalesa et tout ça, par vélo, morcelé, pour vendre le petit commerce. Et l'argent repart là-bas. Si vous allez dans les banques qui sont à l'Est, les banques qui sont du côté de la RDC, il n'y a pas suffisamment de liquidité. Mais traversez à Kisséni, vous allez voir énormément de villas qui appartiennent à nos compatriotes. Et donc ces gens-là, dans leur économie de guerre,
lorsque vous installez l'état de siège, c'était un danger pour eux. Ça va, on va couper les beefsteaks. Il y a quelques leaders qui vivent de cette économie, élus. Lorsque le président Mbosso dit, élus de l'Est, sortez des groupes armés. Vous avez vu les tollés? Pas plus que hier, tous les anciens présidents, cette fois-ci, ce n'est pas Mbosso seul, parce qu'on a dit Mbosso, il ne comprend rien, il vient d'arriver, etc. C'est tous les présidents, des Congo Wadondo, Mosengo Passy. Mosengo. Là, pour au moins, ils sont d'accord pour une chose. Voilà, ils ont même dit, il faut que nos compatriotes, notamment qui sont dans les traitements là-bas, des guerres, il faut qu'ils sortent de là. Parce que tout le monde le sait. Les villas, les immeubles qui poussent à Kinshasa ici, c'est l'économie des guerres qui est là-bas, les cassitérites, les coltans. Et donc, lorsqu'on arrive avec nos forces armées, qui sont très dévouées, sans moyens souvent, il faut qu'on tienne compte de tout ça. Et nous, la presse, nous devons être mis à contribution pour sensibiliser, pour expliquer, dénoncer les cas échéants. On a entendu qu'il y avait des listes des gens qui sont des collabos ou qui sont derrière toutes ces histoires. Mais alors, vulgarisons ces listes. S'ils savaient que c'est vrai, que les procureurs saisissent, que Georges Kapiamba, parce qu'il aime bien lui dénoncer, ben, qu'il en parle suffisamment. Vous savez que depuis que la Senco a déposé cette fameuse liste, personne n'en parle. Et on va exposer notre président à la fin. Lorsqu'il n'y aura pas de résultats escomptés. Ah voilà, encore une promesse non tenue du président Tshisekedi, c'est pas normal. Mais c'est maintenant là que ça commence, ce maintenant là, qu'il faut expliquer concrètement comment on peut l'aider pour que ça marche. Rappelez-vous à l'époque de la gratuité de l'enseignement, encore ici, Crispin Chubasso, je l'avais dit, les gens ne m'écoutaient pas, je l'avais dit que le président a une très bonne idée, gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Mais il faut y aller par secteur. Secteur. Province par province. Peut-être que ça va marcher. Il faut y aller avec, comme on dit chez moi, quand tu veux faire le foufou là, il faut regarder l'eau et la farine. C'est que nous avons chez nous, dans notre jubessière, nous avons combien? Il ne faut pas compter sur l'Union africaine, pas compter sur les États-Unis, il ne faut pas compter sur la Belgique. Tous ces gens l'avaient promis, hein, avant le corona d'ailleurs. Ils étaient venus à Kinshasa, non, on va accompagner le président, l'idée est très bonne. Le président est parti aux États-Unis, était reçu dans un environnement, certaines caucus là-bas, on va l'accompagner. Mais lorsqu'il est revenu chez nous, ces gens n'ont pas donné l'argent. Et ça me rappelle, lorsque, en 1997, au mois de décembre, le 5 décembre exactement, moi j'étais à Paris, nous venant à Bruxelles, il y a eu ce qu'on appelle la réunion des amis du Congo. On avait promis à Mzee beaucoup d'argent pour, parce que Mobutu venait d'être chassé, etc. Il était mort d'ailleurs au mois de septembre, et en décembre, c'était l'effervescence, Mzee est vraiment auréolé là-bas. On allait lui donner les moyens pour construire le Congo. Il rentre ici à Kinshasa, c'est les héros qui étaient à l'époque son aide de cabinet, il rentre à Kinshasa, aucun moyen n'est venu. C'est à partir de là que Mzee a parlé de « prenons-nous en charge ». On va faire le développement avec nos petits moyens, nos propres moyens. 2 ans après, il a été tué parce qu'on ne veut pas qu'il soit indépendant. Idem pour Joseph Kabila, qui était le chouchou des Chirac, des Bush père et fils. Ils ont 2001, 2002, des défilés ici. D'ailleurs, on disait Joseph Kabila, c'est le président de l'étranger. On l'appelait comme ça. Le président parachuté par les étrangers, aimé par les étrangers. Moi-même, je lui ai posé la question en 2006, mais est-ce que vous êtes le président que les étrangers imposent à la RDC? Et j'ai dit non, moi je suis pour le Congo, mon pays, je vais faire seulement. Ils lui ont promis de l'argent. Et l'argent n'est jamais venu. Et c'est là qu'il s'est tourné vers la Chine, comme faisait Dos Santos, l'Angolais, échange pétrole contre infrastructure en Angola.
Katumba moins que les autres, ont amené le dossier Joseph Kabila qui a levé l'option de 9 milliards pour faire les 5 chantiers. Idem pour notre président. Pour que ça s'arrête à l'Est, il faut qu'on regarde nos propres moyens. Notre propre diplomatie. C'est maintenant que tous les conseillers du président, les ambassadeurs itinérants là qu'on a beaucoup, que le président avait nommé, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Lutundu, là, qui est un type très intelligent, un grand juriste, Ouais, etc. Eh bien, il faut qu'il double des audiences, des rencontres, qu'on utilise aussi les hommes d'influence pour que parallèlement que nos militaires se battent sur le terrain, que sur le plan diplomatique, qu'on coupe les vivres, les soutiens, pour que ça ne fonctionne pas sur le terrain. Qu'on ne nous fasse pas du sabotage. Parce que le sabotage consistera seulement, allez, quelques escarmouches là-bas, et les Occidentaux vont amplifier cela. Regardez, à peine on nomme un général gouverneur, un média périphérique sort l'identité du général. Ancien rebelle. Ancien rebelle, il a d'ailleurs été dans le rapport. Et ce matin, j'ai même écouté, toujours sur cette radio périphérique, commentaire de notre compatriote des droits de l'homme qui dit non, vous savez, ce genre d'opération, ça va restreindre les libertés. En même temps, ces militaires vont commettre des bavures parce qu'ils ont des pouvoirs exorbitants. C'est dangereux. C'est un Congolais qui parle comme ça. Et comme par hasard, hier, Mukwege, notre compatriote, vidéoconférence avec l'Assemblée nationale française. Alors que il devait être pris, comment dire, pour leader d'opinion pour faire du lobbying, des découragements, des soutiens de tous ces gens. Donc, tout ceci pour dire, état des sièges commence aujourd'hui, oui, c'est très bien. Il faut qu'on soit du côté de la RDC pour encourager le président. Mais, il ne faut pas qu'on y aille, comme on dit à Kinshasa, ngoulou ngoulou. Tête baissée, eh ben on va nous faire les tapés d'eau, comme disent les Ivoiriens. Tapés d'eau. Et donc, on doit être très vigilant, communiquer suffisamment. Le ministre Mouya nous a dit qu'il va nous rencontrer pour essayer de voir sur le plan stratégique, sur le plan communicationnel, comment on peut faire ce travail. Parce que beaucoup de gens bouffent. Je vous ai parlé de la marmite, là, la casserole Est. Beaucoup de gens. Nous, les Congolais, on mange quoi? Des miettes. Les pays de la sous-région mangent un tout petit peu. Mais les gros mangeurs tapissent dans l'ombre. Cassiterite, coltan, or. Il y a même des petits aéroports là-bas où on arrive. Oui. Allez à Walikale, par exemple. Eh bien, vous allez trouver des aéroports. Les petits porteurs viennent, récupèrent, décollent. Sur la route. Sur le lac Kivu, la même chose. Très bien. Alors, Jean-Marie Kassamba va aborder cette fois-ci cette problématique de la vaccination où le président américain Joe Biden a tapé du poing sur la table pour demander à ce que les firmes pharmaceutiques puissent, n'est-ce pas, abandonner cette mainmise sur le vaccin. Oui, nous sommes un peu comme on dit en lingala, malobanapisonganga. Souvent, cette affaire du coronavirus, c'est d'abord une maladie de laboratoire, mais il y a un gros business derrière, d'argent, qui touche même à la géopolitique mondiale. Regardez les pays dans lesquels il y a eu beaucoup de variants. C'est l'Inde aujourd'hui. L'Inde, c'est population immense, beaucoup de gens. Inde, c'est grande puissance économique. L'Inde, c'est, avec la Chine, c'est qui allait constituer des dangers pour les grandes puissances. Et c'est l'Inde qui est la plus affectée aujourd'hui par le coronavirus. L'Afrique du Sud, BRICS, vous vous rappelez? BRICS, c'est un peu les fonds monétaires internationaux du pays du tiers-monde. Russie, Brésil,
Afrique du Sud, Nigeria, etc. Dans ce pays, on avait créé également de la déstabilisation. Et l'Afrique du Sud a été frappée par certains variants. On nous a expliqué que le coronavirus n'a pas de médicaments. Pourtant, la plupart des gens qui sont atteints sont guéris, notamment dans les pays du Sud, par des solutions, des protocoles du continent. L'azithromycine, chloroquine, manacovite, artémisia, et même les boulukoutou, les sinda et tout ça que tout le monde maintenant, c'est devenu banal. D'ailleurs, moi, tous les jours, je ne suis que dans ça. Et ça vous allège même le corps, vous êtes frais, etc. Et je vous rappelle que l'incitation au vaccin, c'est tout simplement une affaire essentiellement financière. Pourquoi? Parce que les fabricants de vaccins eux-mêmes déterminent le prix. Et comme ils sont en situation de monopole, ça pousse les pays qui n'ont pas la licence ou les brevets de fabrication d'acheter seulement chez eux. Et les Américains, Biden, il a été vice-président pendant longtemps, il vient d'être élu président, ils ont été frappés au cœur. Ils ont eu deux de chez eux, ceux qui fabriquent ces vaccins. Ils ont commencé à résoudre le problème. Mais ils ont vu que les Russes ont développé un vaccin de très bonne qualité, les Indiens, vaccin de bonne qualité. Aucun pays africain n'a développé le vaccin. Vous vous rappelez que dans le cadre de COVAX, on nous a fourni quelques vaccins ici. On a même rendu une partie. Eh bien, aujourd'hui, Biden innove un tout petit peu. Il dit, il faut qu'on puisse libéraliser le brevet. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez créé votre vaccin, vous avez déposé un brevet d'invention, et vous, celles qui devez fabriquer ces vaccins et les vendre. Si on lève le brevet, on dit, voilà, c'est en utilisation libre, on peut faire, il suffit que vous ayez les composants, la formule, vous pouvez fabriquer aussi, comme les médicaments génériques par exemple. Eh bien, ça va permettre aux gens qui ne peuvent pas s'acheter ces vaccins de le fabriquer et même de le vendre à moindre coût pour résoudre des problèmes mondiaux. Parce que la maladie elle est devenue mondiale et ça bloque même leurs propres entreprises. Mais la décision de Biden, je vous informe que jusque-là, les fabricants américains ont bouffé quelque chose comme 14 à 20 milliards de dollars en revenus. À peine, hein? Alors, Biden dit, j'aimerais bien qu'on lève ça. Mais il y a déjà des oppositions à cette initiative. L'Europe occidentale, quelques pays. Et ça va demander, au niveau de l'OMS, beaucoup de négociations en unanimité. Quelqu'un m'a dit, les divorces entre Bill Gates et son épouse, vous êtes au courant qu'ils sont en cours du divorce? Divorce déjà. Belinda. Oui, à cause de cette ambition de régenter le monde. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Et donc, celui qui finançait beaucoup de laboratoires, c'est aussi Bill Gates. Avec le monopole de beaucoup d'argent en retour. C'est-à-dire retour sur investissement très rapide. Ça crée un petit cafouillage. Mais au niveau de l'OMS qui n'a jamais voulu qu'on puisse valider nos propres protocoles, il va y avoir débat là-bas. Et quand je vous dis OMC, OMS, quand les débats commencent, on regarde les intérêts économiques et financiers. Est-ce que ça va aboutir? Les compromis, ça sera pour quand? C'est une affaire de 6 mois, d'1 an. Souvent, au niveau de l'OMS, on parle de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, des rounds. On va soulever la question, round par round, ça peut prendre 1 an, 2 ans, pour qu'on lève l'option de ces brevets. Entre-temps, les fabricants, avec leurs brevets, ne feront que vendre le vaccin. C'est comme la dette. Vous allez au niveau du Club de Paris ou à Washington ou à New York, surtout plus à Washington, au niveau de la Banque mondiale, le Fonds monétaire, on va vous dire, ah non,
les pays riches ont proposé, G8 a proposé qu'on efface la dette, PPT, ça prend que du temps. Et c'est là où interviennent maintenant les avocats, les compagnies d'assurance, ceux qui rachètent, là, comme c'est les fonds vautours, qui achètent vos dettes et qui viennent saisir vos affaires et tout ça. C'est aussi une économie. Et donc le vaccin est devenu une problématique économique aujourd'hui. Donc l'initiative de Biden, c'est une bonne Risque idée. de souffrir. Bien évidemment, mais c'est comme Jacques Chirac à son temps, lorsqu'il avait dit pour lutter contre la pollution mondiale, on va, dans chaque budget de pays du développé, on va faire 0,7%, quelque chose comme ça. Ça n'a jamais eu lieu de leur PIB. C'est comme ce qu'on avait dit sur le franc CFA. Donc, il faut qu'on en termine, les Africains doivent créer leur propre monnaie. C'est resté lettre morte. Ah oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'il y a des intérêts. Pour faire un petit parallélisme avec ce qui se passe chez nous à l'Est, tout le monde sait que si on fait une pression sur le Rwanda, pression sur les multinationales, pression sur l'Ouganda, ça va s'arrêter. Mais comme beaucoup de gens bouffent des dents, on va créer des commissions. On va créer des négociations. Les diplomates vont trouver du travail. Vous voyez que depuis qu'on a lancé cette affaire d'état des sièges, vous avez vu un seul communiqué de la MONUSCO? Pas du tout. Non. Il n'y a pas. Et sur le vaccin, c'est la même chose. La MONUSCO dit qu'il va veiller sur les droits des peuples. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, le peuple congolais devrait être ensemble, Crispin Tubasso, le peuple congolais. Nous devons regarder nos propres intérêts aussi. Si on dit que notre pays doit se développer, c'est nous qui devons développer notre pays, nous et nous seuls. Lorsqu'on déstabilise continuellement nos provinces, quand est-ce qu'on va développer nos provinces? C'est ça l'objectif pour revenir un peu à focus. Mais c'est la problématique aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec nos assemblées provinciales. Les cas d'espèce, c'est les Tanganyika. Un jeune gouverneur qui arrive en moins de 3 ans. Route, aéroport, sécurité. Mais on laisse... Siège du gouvernorat. Siège du gouvernorat, l'Assemblée provinciale. Provincial. Moi, j'y étais. J'y étais à Kalemi. Le plage qui trouve des valeurs. J'ai dit, j'y étais à Kalemi. Mais regardez, on le déstabilise. Et ça va être comme les Olumami, sans gouverneur depuis. Ça va être comme le Kasaï central. Ça va être comme chez nous, Kasaï oriental, avec Maouéja qui est parti, pas parti, on ne sait pas les remplacer. Est-ce qu'on veut réellement du développement dans le pays? Est-ce qu'on veut réellement que les choses changent? Parce que là où les gens ont la bonne volonté de faire des choses, comme au Lalaba, Mouyège, des dents, etc., ça bouge, déstabilisé. Mais quand est-ce qu'on va travailler? Est-ce que vous comprenez? Et donc, il ne faut pas qu'on veuille une chose Et son contraire. et son contraire. Si on veut que notre pays se développe, qu'on prenne les temps de travail. Il n'est pas dit qu'au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Namibie, en Algérie, au Maroc, il n'y a pas de gens qui parlent démocratie. Dans ce pays-là, les gens aussi parlent démocratie, mais ils trouvent le temps de travailler. Vous voyez, en Israël, par exemple, il y a instabilité au niveau de la primature là-bas. Parce qu'ils ont un système avec un premier ministre fort, un président symbolique, etc. Mais au moment où Netanyahou, qui a fait je ne sais pas combien d'années, Premier ministre, tantôt c'est lui, tantôt c'est pas lui, au niveau de l'administration, au niveau de la territoriale, ils travaillent. Ils construisent, les armées fonctionnent, les administrations fonctionnent. Mais chez nous, c'est de la base qu'on déstabilise et ça remonte jusqu'à la tête. Et donc, nous, en tant que responsables, en tant que personnes qui réfléchissons autour de la marche de notre pays, nous devons nous poser des questions de la manière dont on fait fonctionner notre pays. Parce que là-bas, à Tanganyika, on est en face de la Tanzanie.
Le lac ne sait pas de la Tanzanie. Il peut y avoir des incursions là-bas. Lorsque vous n'avez pas une administration qui tient la route, lorsque vous n'avez pas la territoriale. Mais d'abord, il y avait des groupes armés là-bas. Ce n'est plus le cas. J'ai dit à Manono là-bas, il y avait déjà des groupes armés. La MONUSCO était appelée à partir de Tanganyika parce que la province était stabilisée. Maintenant que ça va commencer, instabilité sur instabilité, comment on va faire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que dans notre pays, qu'on se pose de vraies questions. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce la démocratie au sens, comme disait Jacques Chirac, élégance du contexte? Élégance du contexte, c'est-à-dire que démocratie pour démocratie, débat sur débat, discussion, machin. Ça, c'est, comme on dit, il disait lui-même, c'est un luxe. Hein? La démocratie, c'est un luxe. Il parlait de la Côte d'Ivoire, Jacques Chirac à son temps. Il disait non, la démocratie, c'est pas pour l'Afrique, c'est un luxe. Et on s'est offusqué, nous, Africains. Ah, Jacques Chirac nous a insultés. Non. Est-ce on peut aujourd'hui avoir aussi des institutions stables? Je parlais de nos frères qui ont adhéré à la vision du président de la République, l'Union sacrée. Moi, j'aurais cru qu'ils avaient adhéré à la vision de construction. Mais il s'avère que moi, j'échange avec beaucoup, chaque jour. C'est plus les postes. Quand je crois certains, ah, moi, je suis déçu, Pourquoi vous êtes déçu? Ah non, mais c'est pas ce qu'on s'est entendu. Ah, moi, je suis déçu, Ok, Voilà. Allez, Jean-Marie Kassamba, merci de nous avoir enrichis ce matin avec ces analyses très pointues, très informatives. Et donc, pour terminer, Oui. j'invite en tout cas la presse, notamment celle de Kinshasa, d'accompagner cette option levée, mais en expliquant clairement les contraintes que nous avons en la matière. Les contraintes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas que ça marche, pour que demain, ils rejettent la responsabilité sur la tête de Félix Tshisekedi. Oh, c'est comme hier, j'ai entendu quelqu'un dire, ah, le président a dit, les professeurs ne doivent plus vendre les syllabus. Mais ça, c'est la bonne intention du président de la République. Pour moi, je suis enseignant. J'enseigne à l'ENA, à l'ISEPA, etc. Moi-même, je ne vends pas les syllabus. Quand le président dit il ne faut pas vendre des syllabus, ce n'est pas dans le sens de dire aux professeurs qui sont des voleurs. Il dit il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait de l'Internet. Les étudiants n'auront plus envie d'aller acheter des fascicules qu'on écrit une seule fois, mais ils vont faire des recherches avec des livres, des sites appropriés, faire des synthèses. Un travail de recherche beaucoup plus documenté que lire seulement un petit fascicule qui est réalisé par un professeur. Vous voyez, ça c'est l'intention du président. Mais les esprits tordus vont dire le président a insulté les professeurs parce qu'ils vendent des syllabus. C'est la même chose pour l'état de siège. Ils vont dire allez, toser la carte, ce que s'imbiter, à ça qui mauvaise promesse. Vraiment. Nous devons l'aider dans la vérité pour que ça marche. Oui, parce que quand ça marche, c'est le Congo qui gagne. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, d'avoir été avec nous ce matin. Mesdames et messieurs, et c'est par ici qu'on met fin à cette antenne matinale 50 bonjour. On se retrouve la semaine prochaine, mais demain déjà, je vous retrouve dans Kinshasa Direct avec le même plaisir. Au revoir.